Depuis la fin des années 90, les mondes du catch professionnel et du divertissement pour adultes se sont croisés de plusieurs façons. S'il était courant, à l'époque de l'attitude et de la Ruthless Aggression, de voir des catcheuses apparaître dans Playboy, certains catcheurs, hommes et femmes, se sont produits devant la caméra pour des films. Avant de commencer cette liste, sachez qu'elle ne concerne que les catcheurs de la WWE qui ont tourné dans des films pour adultes. Les photos de Playboy ne comptent pas. Et les catcheurs qui n'ont jamais mis les pieds sur un ring de la WWE ne comptent pas non plus. En ce qui concerne le terme « réalisé », il s'agit soit de personnes qui ont joué, soit de personnes qui se sont assises sur la chaise du réalisateur. Un catcheur faisant un signe de la main à la caméra dans le cadre d'un caméo glorifié ne compte pas non plus. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, du plus salace au plus surprenant, voici les catcheurs de la WWE qui ont tourné des films pour adultes. On ne peut pas faire une vidéo comme celle-ci sans parler du cas le plus connu de catcheur de la WWE dans des films pour adultes. Il s'agit bien sûr de Joanie Laurer, mieux connue des fans de catch sous le nom de Chyna, la 9e merveille du monde. Chyna a commencé sa carrière à la WWE en 1997 en tant qu'exécutrice pour DX. Au fil du temps, Chyna est devenue populaire auprès des fans et s'est retrouvée dans une photo de nu dans le magazine Playboy en 2000. En 2002, après avoir quitté la WWE, Chyna pose à nouveau pour le magazine. L'année 2004 marque ses débuts dans l'industrie du cinéma pour adultes, même si c'est par inadvertance. En 2003, elle tourne une sextape avec son petit ami de l'époque, Sean Waltman. La cassette finit par être diffusée en ligne. Une société du nom de Red Light District Video, connue à l'époque pour avoir distribué la sextape de Paris Hilton, a contacté le couple pour une sortie officielle où elle et Waltman pourraient gagner de l'argent. La vidéo est sortie en 2004 sous le titre One Night in China. Dans l'une des dernières vidéos qu'elle a filmées sur YouTube, Chyna en parle, déclarant qu'elle n'avait pas l'intention d'entrer dans l'industrie, mais que lorsque la vidéo a été divulguée, elle a essayé de faire de la limonade avec des citrons. C'est ce qui l'a conduite sur la voie qu'elle a finalement empruntée. Bien que la publicité de la cassette ait donné un coup de pouce à sa carrière, notamment en la faisant participer à l'émission de télé-réalité The Surreal Life, elle luttait dans la vraie vie contre la toxicomanie et les problèmes mentaux. Elle a suivi la première sextape avec une deuxième sextape, également publiée par Red Light District Video, intitulée Another Night in China, une autre nuit à China. Peu de temps après, Chyna commence à travailler professionnellement dans l'industrie du cinéma pour adultes, signant même un contrat avec Vivid Entertain en 2011. La même année, elle sort sa première vidéo intitulée Backdoor to China, un jeu de mots sur les titres de ses deux sextapes. Elle enchaîne en 2012 avec un film pour adultes parodiant The Avengers, dans lequel elle joue le rôle de She-Hulk, puis reprend le personnage dans son propre film pour adultes She-Hulk. Ces démons ont fini par avoir raison d'elle en 2016, lorsqu'elle est décédée d'une overdose d'alcool et d'une combinaison de médicaments contre l'anxiété, d'analgésiques et de somnifères. Une fois qu'elle est décédée, cela a déclenché un débat sur la question de savoir si elle devrait ou non être incluse dans le Hall of Fame de la WWE. À l'époque, Triple H estimait que si elle le méritait d'un point de vue in-ring, sa carrière dans le cinéma pour adultes l'empêchait d'y entrer. La WWE a finalement changé d'avis et l'a intronisée en 2019 en tant que membre de DX. Cependant, elle n'a pas encore été intronisée en solo au Hall of Fame. En parlant de la sextape de Chyna, parlons de Sean Waltman. Waltman est entré à la WWE en 1993, d'abord sous le nom de The Kid, avant d'être remplacé par Razor Ramon dans un bouleversement qui l'a fait connaître sous le nom de 1-2-3 Kid. Il quitte la WWE en 1996 pour rejoindre la WCW, où il rejoint la NWO sous le nom de SUXX. Il sera finalement renvoyé de la WCW au début de l'année 1998 à la suite d'un conflit contractuel et reviendra à la WWE la nuit suivant WrestleMania 14 sous le nom de X-Pac et rejoindra DX. Sa carrière à la WWE s'est terminée en 2002 et il a continué à faire des apparitions dans divers clubs indiens.
ainsi qu'à la TNA et à la XPW. En 2003, il tourne la désormais célèbre cassette avec China. À l'époque où ils ont filmé One Night in China, Waltman et China vivaient une relation qui est devenue tumultueuse au fil du temps. Tous deux étaient dépendants de la drogue et avaient des personnalités conflictuelles en raison de leur consommation de drogue. Cela a conduit à leur rupture plus tard. Contrairement à China, Waltman n'a jamais poursuivi de carrière dans le cinéma pour adultes. Cependant, ce n'était pas la première fois que Waltman avait affaire à l'industrie du cinéma pour adultes. Waltman évoquera plus tard dans une interview avec Kayfabe Commentaries qu'à la fin des années 90, la star du cinéma pour adultes Jenna Jameson était venue le voir pour tourner des vignettes avec Val Venis, qui interprétait alors le personnage d'une star du cinéma pour adultes. Waltman raconte qu'il a eu l'occasion de la rencontrer et qu'il a fini par coucher avec l'actrice de film pour adultes. Si, pour certains, il s'agit là de l'ultime coup d'éclat, Waltman affirme qu'il était sous l'emprise de la drogue lors de leur rendez-vous et que les détails sont aujourd'hui un peu flous pour lui. Un autre cas bien connu de catcheur devenu acteur de film pour adultes est celui de la diva originale, Sunny. Sunny a fait ses débuts à la WWE en 1994 en tant que manager des Bodydonna. Elle travaillera pour la WWE pendant les 4 années suivantes en tant que manager pour un certain nombre de concurrents et d'équipes tag, dont The Godwins, The Smoking Guns, Ron Simmons et même Savio Vega pendant une nuit, tout en jouant un certain nombre d'autres rôles, y compris celui d'annonceur de ring, de commentateur et d'intervieweur. Elle est finalement licenciée en 1998, la rumeur voulant que ce soit à cause d'un mélange de problèmes en coulisses avec Sable, d'une dépendance aux analgésiques et d'un manque de présence aux événements. Dans les années qui suivent, elle fait des apparitions à la fois à la WCW et à l'ECW dans leurs dernières années, avant de faire des apparitions sur le circuit indépendant. En 2001, elle fait ses premiers pas dans le monde du divertissement pour adultes en posant nue pour le site Wrestling Vixens, un site dirigé par Missy Hyatt. Bien qu'elle ait fait cela pendant quelques années, elle a regretté cette expérience plus tard, affirmant que le site lui devait de l'argent et qu'elle n'était pas d'accord avec certaines des choses que faisaient d'autres modèles sur le site à l'époque. Elle passe les années suivantes à faire des apparitions sporadiques sur le circuit indépendant tout en luttant contre sa toxicomanie. Elle réussit à s'assainir et finit par être intronisée au Hall of Fame de la WWE en 2011. Peu de temps après, elle rechute et commence à avoir des problèmes juridiques. En 2016, elle revient dans le monde du divertissement pour adultes en publiant une vidéo chez Vivid Entertainment intitulée « Sunny Side Up, In Through the Back Door ». Quelques années plus tard, après l'un de ses nombreux séjours en prison, elle ouvre un compte OnlyFans pour vendre ses propres films pour adultes. Tout cela s'arrête en 2022, lorsqu'elle est impliquée dans un accident de voiture. L'accident tue l'autre conducteur et lui vaut d'être accusée d'homicide involontaire. Son taux d'alcoolémie étant 3,5 fois supérieur à la limite légale, elle est également accusée de conduite en état d'ivresse. En novembre 2023, elle sera condamnée à 17 ans et demi de prison et 8 ans de mise à l'épreuve. À l'heure actuelle, on estime qu'elle sortira de prison en décembre 2039. Parlons maintenant d'une superstar plus récente qui s'est lancée dans le divertissement pour adultes. Croyez-le ou non, l'ancienne superstar de la WWE, Lars Sullivan, a été découverte dans l'industrie du divertissement pour adultes plus tôt dans sa vie. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Sullivan a passé quelques années à NXT avant d'être appelé pour un bref séjour sur le roster principal en 2019. Alors qu'au début, il était traité comme une énorme menace, battant des personnes comme Rey Mysterio et The Hardys. Cependant, il a bénéficié d'une poussée en dents de scie et a finalement chuté en bas de la carte. Non seulement la création ne l'a pas soutenu, mais la collaboration avec Sullivan a été à l'origine d'une multitude de problèmes. L'un d'entre eux concernait sa santé mentale, puisqu'il a été rapporté qu'il était sujet à de graves crises d'anxiété qui l'empêchaient d'être performant. Cependant, il y a des raisons plus controversées qui expliquent pourquoi il n'a pas été autant utilisé. L'une des raisons pour lesquelles son passage dans le roster principal a été écourté est qu'il a été révélé qu'entre 2007 et 2013, il a publié de nombreux messages sur les forums de bodybuilding.com
qui ont été jugés racistes, homophobes, sexistes et offensants à bien d'autres égards. Pour cette raison, la WWE lui a infligé une amende de 100 000 $ et l'a contraint à suivre une formation de sensibilisation. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que quelques mois plus tard, on a appris que Sullivan avait joué dans des films pour adultes sous le nom de Mitch Bennett, alors qu'il avait une vingtaine d'années. L'ironie de l'histoire, c'est que Sullivan avait joué dans des films pour adultes gays, ce qui en a laissé plus d'un perplexe au vu de cet antécédent de remarques offensantes et homophobes sur l'Internet. Sullivan a malheureusement connu une litanie de problèmes de santé mentale et de blessures pendant le temps qu'il lui restait à passer dans le roster principal et on l'a rarement vu à la télévision. Sullivan a fini par demander sa libération en 2021, déclarant dans une interview un mois plus tard qu'il en avait probablement fini avec le catch. Un autre artiste intéressant qui a tourné dans des films pour adultes est le vampire cracheur de sang dont la plupart des fans de l'Attitude Era se souviennent sous le nom de Gangrel. Gangrel a d'abord travaillé dans diverses promotions au début des années 90 sous différents personnages, dont The Vampire Warrior, qui deviendra plus tard la base de la gimmick de Gangrel. En 1998, il atterrit à la WWE pour son passage le plus notable en tant que leader du Brood, à la tête des jeunes Edge et Christian, avant de passer à un bref passage avec les Hardy Boys sous le nom de The New Brood. Il est ensuite devenu catcheur individuel jusqu'à sa libération en 2001, où il a principalement travaillé sur le circuit indépendant tout en faisant quelques brèves apparitions à la WWE. En 2007, une société de films pour adultes, dont nous ne pouvons pas répéter le nom mais qui s'est baptisée en référence à la NWO, a annoncé qu'elle avait signé avec Gangrel pour la réalisation de 12 films. Cependant, Gangrel ne réalisera qu'une seule scène avant de se retirer complètement de l'industrie. Réaliser un film pour adultes est quelque chose que Gangrel regrettera plus tard. Gangrel a déclaré dans une interview de 2019 avec le site web Wrestling Inc. « J'ai mis un petit orteil et j'ai sauté très vite, parce que cela m'a valu tellement de chaleur et de négativité que j'ai fait marche arrière. J'ai réalisé une scène, mais c'était une décision stupide. Parfois, dans le porno, tout le monde aime secrètement, mais ils en ont honte publiquement. Cela s'est retourné contre moi. Alors je vais m'en tenir à ce que je sais faire dans le catch professionnel. Je ne suis peut-être que quelque part au milieu avec le catch, mais au moins je le connais, je l'aime et je peux m'y consacrer à 100%. Depuis son bref passage dans l'industrie du cinéma pour adultes, il est devenu un pilier du circuit indépendant. Ses dernières apparitions à la télévision ont été de brèves apparitions d'un soir pour AEW en 2020 et 2022. Il a également travaillé dans quelques films hollywoodiens, le plus remarquable étant un rôle non crédité dans le 3e film Human Centipede. Notre prochaine superstar était un pilier de l'ère Ruthless Aggression. La diva Candice Michelle a fait ses débuts à la WWE en 2004. Pendant les 5 années qu'elle a passées au sein de la compagnie, elle a été un pilier de la division féminine et a remporté le titre de championne des divas à une occasion avant d'être libérée en 2009. Elle est revenue à la WWE pour une soirée en 2019 où, dans un segment, elle a remporté le titre 24/7 de Kelly Kelly, avant de le perdre peu de temps après au profit d'Alundra Blaze. En dehors de sa carrière à la WWE, elle était connue sous le nom de GoDaddy Girl, apparaissant dans les publicités risquées de la société de 2005 à 2008. Beaucoup de ces publicités jouaient sur son sex appeal pour promouvoir leurs produits. Avant cela, elle est apparue dans le magazine Playboy, où elle a été nommée Cyber Girl of the Week, Cyberphile de la semaine, en juin 2002. Elle a ensuite fait l'objet d'une couverture et d'une photo de nu dans le magazine en 2006, qui a été utilisée dans le cadre d'une querelle scénaristique entre Tori Wilson et elle-même, qui a abouti au Playboy Pillow Fight à WrestleMania 22. Bien que l'ère des divas dans le catch féminin à la WWE ne soit pas un souvenir impérissable, Candice Michelle a rempli le rôle qu'on lui a confié et a eu le soutien des fans. S'il était courant que de nombreuses divas de la WWE fassent l'objet d'articles dans Playboy, ce n'est pas l'objet de cette liste. En 2002, quelques années avant son entrée à la WWE, Candice Michelle a joué dans un film pour adultes pour Cinemax intitulé Hotel Erotica.
Candice Michel n'a jamais parlé de ce film en interview, mais elle a déclaré dans une interview avec The Dropkick Podcast en 2021. Tori Wilson et Victoria sont mes plus chers amis et mes plus chers amis encore aujourd'hui. Alors travailler avec elles, vous savez, les diables de Vince, les matchs de Playboy, nous avons détesté le faire. Mais en même temps, c'était notre époque. C'est tout simplement ce que nous avons fait et ce pourquoi nous étions connus. Ce sont des déclarations de ce genre qui nous font penser que cette brève incursion dans le monde du cinéma pour adultes n'est pas quelque chose dont elle garde un souvenir impérissable. La personne suivante sur notre liste est Buff et tough, et il est toujours d'actualité. Buff Bagwell s'est fait connaître à la WCW dans les années 90. Après avoir commencé sa carrière en tant que babyface Marcus Bagwell, il est devenu heel en 1996 et a rejoint la NWO après s'être retourné contre son partenaire Scotty Riggs. Lorsque la WCW a fait faillite en 2001, il est passé à la WWE dans l'angle Invasion, où il n'a disputé qu'un seul match. Son match avec Booker T sera le main event de l'épisode de Raw du 1er juillet, qui sera mal reçu. Il sera libéré de son contrat la semaine prochaine. Alors que certains ont d'abord supposé que c'était dû à la mauvaise réception du match, des rumeurs se sont répandues au fil des ans, selon lesquelles il aurait eu un problème d'attitude et que sa mère aurait même appelé la WWE pour lui demander des congés. Quoi qu'il en soit, Buff a passé la majeure partie de la décennie suivante à travailler sur le circuit indépendant et à travailler par intermittence pour la TNA entre 2003 et 2006. En 2012, il a été impliqué dans un grave accident de voiture lorsqu'il a été victime d'une crise d'épilepsie alors qu'il était au volant. Il a survécu, mais a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales pour réparer toutes les blessures qu'il a subies. Il finit par développer une dépendance aux analgésiques sur ordonnance. Cela l'a conduit à devenir gigolo professionnel afin de gagner suffisamment d'argent pour nourrir sa dépendance. Cette incursion dans le monde du travail pour adultes l'a conduit à participer à l'émission Gigolos, diffusée sur Showtime, où ses exploits avec les clients qui font appel à ses services ont été filmés. Après son apparition dans cette émission de télé-réalité softcore, sa vie continue à sombrer dans la dépendance, ce qui le conduit à un autre accident de voiture en 2020, cette fois sous l'influence de médicaments prescrits. En 2001, il est à nouveau accusé de délit de fuite et d'avoir donné un faux nom, une fausse adresse ou une fausse date de naissance à un agent. C'est à ce moment-là que Buff a décidé de changer de vie en recherchant la sobriété et en lançant même un podcast pour documenter son parcours. Il finit par demander l'aide de Diamond Dallas Page, qui devrait être considéré comme le saint patron du catch professionnel, ayant aidé Jake The Snake Roberts et Scott Hall à devenir sobres au fil des ans. Nous sommes heureux de vous annoncer que Buff Bagwell est sur la voie de la guérison et qu'il est sobre depuis plus d'1 an et demi. Sur la voie de la guérison, il a également pu tendre la main à Scotty Riggs, partenaire de l'équipe de tag team des American Males, et l'aider à remettre sa vie sur les rails. Notre prochaine superstar doit être l'un des cas les plus intéressants de toute cette liste. Cachez vos tables. Nous parlons de Bubba Ray Dudley. La carrière de Bubba Ray est connue de la plupart des fans. Débutant à l'EC Double 5 et en 1995 en tant que membre de la famille Dudley, Bubba a commencé comme un personnage comique portant des t-shirts tie-dye et utilisant un bégaiement prononcé pendant les promos. C'est en faisant équipe avec Devon, le frère des Dudley, que les deux hommes remportent 8 fois les titres tag team de l'EC Double 5 avant de quitter l'ECW en 1999 pour rejoindre la WWE. L'équipe remportera 10 autres titres tag team à la WWE et participera à certains des matchs les plus légendaires de tous les temps, y compris la trilogie légendaire des matchs Table, Échelle et Chaise contre les Hardy Boys et Edge & Christian. Les Dudley sont finalement renvoyés de la compagnie en 2005 à la suite d'un différend contractuel, ce qui les conduit à rejoindre la TNA sous le nom de Team 3D. À partir de là, Bubba Ray, en tant que Brother Ray et plus tard Bully Ray, a continué à divertir les foules jusqu'à son retour à la WWE en 2015, où Devon et lui se sont réunis et ont passé 3 ans dans le roster de la WWE
avant d'être intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2018. Bubba Ray mène aujourd'hui une carrière en simple dans diverses promotions et anime une émission sur XM Radio appelée Busted Open Radio. Mais avant tout cela, à l'époque de l'ECW, Bubba Ray a tâté de l'industrie du cinéma pour adultes, réalisant 3 films. Dans une interview avec Talk is Jericho en 2014, Ray a révélé qu'à la fin des années 90, l'infâme Rob Black est venu à un spectacle ECW et a parlé avec Bubba Ray. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Rob Black allait non seulement créer plus tard XPW, mais possédait également sa propre société de films pour adultes appelée Extreme Associate. Lors de ce spectacle de l'ECW, Rob a commencé à parler à l'oreille de Bubba de la façon dont il voulait entrer dans le monde du catch. Bubba a alors confié à Black qu'il avait 3 rêves. Il voulait être catcheur, il voulait être une rockstar et il voulait entrer dans l'industrie du cinéma pour adultes. Selon Bubba Ray, une semaine plus tard, Ray et Rob Black allaient tous deux obtenir ce qu'ils voulaient. Rob Black a commencé à parler avec Paul Heyman pour l'aider à promouvoir l'ECW sur la côte ouest et Bubba Ray a commencé à réaliser des films pour adultes. Ray a déclaré qu'à un moment donné, Rob Black lui a dit qu'il pouvait avoir n'importe quelle star de film pour adultes qu'il voulait. Ray a alors dit à Black qu'il voulait diriger la légende des films pour adultes Ron Jeremy dans un film. Bubba Ray allait pouvoir le faire et diriger la légende des films pour adultes. Dans la même interview de Talk is Jericho, lorsqu'on lui a demandé les noms des films que Bubba Ray avait dirigés, Ray a simplement répondu « Je ne pense pas que je puisse les dire à l'antenne ». Peu de choses ont été découvertes sur les films que Bubba Ray a réalisés et Bubba Ray n'a pas dit grand-chose d'autre à ce sujet. Quant à Rob Black, il a fondé la XPW, où de nombreux anciens de l'ECW ont travaillé après la fermeture de la société en 2001. Les bureaux de la compagnie de Black ont été perquisitionnés en avril 2003 et lui, sa femme et sa compagnie ont tous été accusés d'obscénité devant la Cour fédérale. Après avoir lutté contre les accusations pendant 6 ans, lui et sa femme ont fait 1 an et 1 jour de prison à partir de 2009. La XPW elle-même a ouvert et fermé à de nombreuses reprises au fil des ans, la dernière relance ayant eu lieu en 2021 avec Black toujours à la tête de l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, Bubba Ray Dudley et Tommy Dreamer, anciens de l'ECW, ont tous deux fait une apparition dans un film pour adultes intitulé Wack Attack 5. Aucun des 2 catcheurs n'a joué et le caméo de Tommy Dreamer n'est littéralement rien d'autre que le fait de marcher devant la caméra et de faire un signe de la main. Mais nous avons pensé qu'il s'agissait d'un détail intéressant à mentionner ici. Y a-t-il quelqu'un que nous avons oublié et que nous aurions dû mentionner? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.